on est super content de vous retrouver, on est à la Foire du Mans, n'est-ce pas? Eh ben ouais, salut à tous, on est vraiment content de vous retrouver effectivement pour cette première journée placée sous le signe du soleil. Oui, c'est moi le soleil, non je déconne, c'est pas vrai. Et donc si vous venez, vous verrez qu'il y a plein de choses à découvrir, à voir au-delà du Festival des animaux. Vous pourrez bien évidemment assister tant du côté de la Sarthe que de la ville du Mans, de super expositions. Oui, puis il y a plein de surprises, vous allez découvrir des apprentis, un vrai savoir-faire, la transmission. Enfin voilà, on vous a réservé plein de surprises, on va tout vous montrer, enfin presque. Hein? Eh ben ouais, profitez, il y a du monde. Ouais. Alors, à la Foire du Mans, il y a un espace qui est entièrement dédié au monde agricole. Là, j'ai retrouvé Jérémy Souty qui est le juge du grand concours départemental de la Sarthe. Bonjour, ça va Jérémy? Ça va très bien, et vous? Ah bah ça va impeccable. Alors, à côté de moi, j'ai Emmanuel qui va parler tout de suite après parce que Emmanuel c'est le grand gagnant, donc c'est la partie élevage. Alors Jérémy, expliquez-nous sur quels critères vous vous êtes basé pour définir que l'élevage d'Emmanuel était le meilleur. Alors en fait, pour départager un lot d'élevage, on va aller voir en fait tout ce qui est homogène. Donc que ce soit sur la partie corps, mamelles, pattes, les avant-mains, tout ça. Donc j'ai retrouvé en fait sur l'élevage d'Emmanuel toutes les qualités qu'on pouvait avoir dans un lot d'élevage avec trois animaux vraiment homogènes dans tous les sens du terme, on va dire. Donc Emmanuel a bien travaillé. Vous y connaissez parce que vous-même vous avez été éleveur, vous avez travaillé avec vos parents. Donc vous n'êtes pas juge comme ça par hasard, ce n'est pas une lubie. Et vous m'avez dit un truc en off, c'est-à-dire que là en l'occurrence pour l'élevage, vous n'avez pas jugé sur les mamelles pleines, mais que ça peut être un critère... Voilà, donc ça s'est joué sur certaines sections où j'ai été chercher des animaux qui étaient avec des mamelles plutôt bien pleines pour gratter une place en fait par rapport à d'autres. Et voilà, par contre sur le lot d'élevage, c'est pas un truc que j'ai forcément regardé. C'est vraiment pour les prix de section, prix de championnat, des mamelles bien remplies, c'est ce qu'on recherche dans un concours. C'est génial. Alors vous, Emmanuel, d'ailleurs vous êtes où vous? Vous trouvez où? C'est où votre... Donc nous on est de AVC à côté de Brulon. Très bien. Donc on a une exploitation de 50 vaches laitières et on fait en plus de la volaille de chair et de poules pondeuses en louée. Formidable, et alors on est fiers quand même d'avoir le premier prix, c'est génial, vous avez c'est beaucoup de travail j'imagine. Ben oui, là on est en dressage depuis quasiment début juin pour avoir des animaux vraiment au top quoi. Pour que on arrive bien à les mener où on veut. Et après c'est vrai, c'est de la génétique, on travaille la génétique depuis, mes beaux-parents la travaillaient déjà et moi ça fait 15 ans que je suis installé et je retravaille encore sur la génétique pour essayer d'avoir les animaux les plus homogènes et puis les plus perfectionnés qu'on peut savoir, quoi. Donc les 3 vaches que nous avons vues qui ont donc remporté ce concours, elles sont issues de la même portée, on appelle ça comme ça? Non, là donc c'est que les 3 vaches sont issues de 3 mères différentes quoi, et de 3 taureaux différents aussi. Elles n'ont aucun lien de parenté. En tout cas vous avez bien travaillé, félicitations. Merci beaucoup. Donc à Brulon hein? Brulon c'est ça. Super, merci Emmanuel. À l'espace Oasis du Parc Expo pour une exposition à voir absolument, un territoire en mouvement. Cette année, nous allons parler avec Christiane Pérignot, qui est la responsable événementielle justement. Bonjour Christiane. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter le thème de cette année 2024? Oui, donc on a fait une exposition sur 3 thèmes cette année. Donc la première partie, c'est sur la libération. La deuxième partie, c'est sur Mécanique d'une ville, une exposition qui est présentée au Carré Plantagenet jusqu'au 3 novembre. Donc là, c'est juste une petite présentation et on dit au public d'aller en fait voir dans le musée l'exposition complète. Et puis, vous avez un 3e thème cette année qui sont sur les aménagements urbains et les mobilités et qui vous présente les projets futurs en fait de la communauté, de la ville et de la communauté urbaine. Alors on peut le voir là, cette exposition sur la libération est vraiment formidable avec de belles photos, avec aussi des animations, avec du matériel. Comment ça s'est préparé? Avec qui avez-vous préparé justement cette exposition? Alors tout notre stand est réalisé par les services techniques de Le Mans Métropole. Ils ont en fait fait tout le décor, installé la muraille qu'on présente à quelques stands de la foire. Ils ont réalisé la façade
façades, les façades et tous les décors. Après, nous avons fait recours à des animations. Donc, on a une association sartoise des musées de la paix. On a en fait, voilà, une animation avec un triporteur, la Chignole, qui accompagne pour animer le stand. Et le soir, nous avons en fait des danseurs de carrément swing. Et on a mis tout en place avec les services de la ville et de la métropole toute cette exposition. Félicitations parce qu'en plus vous avez réalisé des décors qui sont vraiment extraordinaires entre ces vieilles bâtissements donc des années 40. On l'a vu, ce mur aussi également qui était à l'entrée. Et ça, c'est réalisé vraiment par tous les ateliers de Le Mans Métropole. Alors, est-ce que cette exposition, justement, elle est éphémère? On pourra la retrouver? Est-ce que les Manceaux, les Sartois pourront venir la découvrir aussi en d'autres temps que la foire? Et non, malheureusement. Mais en fait, l'exposition que vous voyez sur la Libération a été présentée à l'Hôtel de Ville au moment du 8 août. Et puis, donc, nous on l'a repris. Et après, malheureusement, non, elle n'aura pas forcément de continuité. Et par contre, tous les panneaux d'exposition de l'aménagement urbain et des mobilités seront présentés par la suite sur toutes les réunions publiques et il y aura des animations aussi dans la ville et dans la métropole. Alors pour les gens qui souhaitent venir ici à l'Oasis, ils pourront aussi regarder toutes les images, on peut voir l'évolution des quartiers du Mans. C'est ça. En fait, c'est des évolutions en fait d'hier à aujourd'hui. Donc il y a au moment de la libération, tous les dégâts que ça a pu faire. Après, il y a la reconstruction et après il y a l'innovation, les nouveautés qu'on peut avoir au jour d'aujourd'hui dans les projets urbains et tout ce qui est en fait écologique, durable, ça c'est vraiment nos priorités. C'est sympa parce que beaucoup de Manceaux doivent reconnaître leur quartier et puis de découvrir comment il était dans les années 40 ou 50 après la guerre, quoi. Ah oui. Ça a été vraiment la grande surprise en fait du public cette année, c'est qu'ils cherchent toujours un peu leur quartier, ce qui s'était passé, ce qui va devenir et c'est vrai que pour eux c'est très très important. Merci Christiane. Une ville en mouvement, vous pourrez l'admirer ici à l'Oasis avec l'exposition consacrée à la libération du Mans. Nous sommes justement avec Philippe Vasseur, qui est un petit peu le coordinateur de cette expo, qui travaille en étroite collaboration avec le Musée de la Paix à Semur-en-Vallon. Bonjour Philippe, alors est-ce que vous pouvez nous dire quel a été le rôle du Mans justement à la libération ? Alors, Le Mans a été une ville qui a été énormément occupée, qui était d'ailleurs le quartier général de la 7e armée allemande, qui se trouvait rue de Chanzy, où aujourd'hui vous avez l'hôtel Mercure, donc qui était commandé par le général Dollmann. Et d'ailleurs, c'est d'ici que partiront les ordres, notamment au moment du débarquement, le 6 juin 1944, en Normandie. Donc la ville du Mans s'inscrit en fait dans cette grande bataille qui a été la bataille de Normandie, bien qu'on n'y soit pas très loin, oui. Et parce que voilà, c'était le ventre mou de l'Europe et il fallait à tout prix qu'il y ait un débarquement. Débarquement qui s'est fait sur les côtes le 6 juin et la bataille de Normandie qui va durer quand même une centaine de jours. Et au final, le but étant d'encercler l'armée allemande, notamment avec l'arrivée du général Patton, la 3e armée américaine. Et Le Mans fera partie des villes qui vont avoir besoin de libérer pour faire ce mouvement d'encerclement et capturer la 7e armée allemande et qui se terminera par la libération de Paris le 25 août. Donc, on peut dire que d'un point de vue stratégique, Le Mans était une place importante. Tout à fait, parce que la ville du Mans était quartier général de la 7e armée allemande, énormément d'occupations, un nœud ferroviaire par lequel arrivait beaucoup de matériel, beaucoup de dépôts de munitions, la présence de l'armée de l'air allemande, les usines. D'ailleurs, c'est même bien pour ça que ça a été une ville qui a été énormément bombardée et où d'ailleurs on retrouve beaucoup la trace d'équipages de l'aviation qui ont été touchés et obligés de sauter. Et puis une place importante aussi, alors du côté français, notamment de la résistance française. La résistance française a été très très importante sur la Sarthe. Et il y a eu d'ailleurs des réseaux qui ont énormément travaillé pour faire évacuer tous ces équipages américains ou anglais pour pouvoir repartir en Angleterre, notamment par des filières qui partaient par l'Espagne.
Alors Philippe, tous les gens qui souhaitent bien sûr s'instruire, on va dire se souvenir, hein, forcément pourront venir ici vous voir. Qu'est-ce qu'on peut voir également ici sur ce stand? Parce qu'on voit du matériel et puis on voit des hommes aussi. Alors c'est un décor qui a été fait notamment par les gens de la ville du Mans, très très bien. Il a fallu récupérer du matériel un petit peu rapidement parce qu'en ce moment sur toute la France, depuis le 6 juin, vous avez énormément de commémorations partout. Et donc tous les gens qui sont reconstitueurs ou qui collectionnent du matériel sont pris un peu partout. Et ça va durer jusqu'au 8 mai l'année prochaine. Parce qu'on commémore toute la libération de toutes les villes. Bon. Donc du matériel, il en est pris partout et on a essayé de récupérer ce qu'on a pu rapidement, mais bon, on aurait pu peut-être faire quelque chose de plus important, de plus étoffé. Enfin, il y a une très très belle exposition, notamment sur la libération de la ville du Mans, qui est faite avec énormément de détails. Et là, moi personnellement, j'en suis ébahi. C'est vraiment une très très belle exposition. Voilà. Donc la ville du Mans, comme on dit, voilà, importante. Avec aussi les troupes françaises qui sont arrivées. N'oublions pas notre deuxième DB, hein, notre général Leclerc, à qui, quand il a eu fini de libérer la partie Argentan, on lui a dit, mon général, vous savez, ça serait bien d'aller vite à la capitale parce que les Français ont démarré l'insurrection grandement vite. Ils sont à court de munitions et ça va être un carnage. Et là, il attendait l'aval des Américains qui leur donnera. Et donc, le 24 au soir, notre général, il sera avec ses premiers chars devant l'hôtel de ville et la libération sera faite le 25. Et c'est un peu la fin de cette grande campagne de Normandie qui a démarré en Normandie. Et c'est là un petit peu le pivot de la libération de l'ouest de l'Europe et qui finira en Allemagne. Bravo Philippe, merci pour toutes ces explications. Avec Frédéric Vaziak ici de Transamo Cenovia sur le stand de la ville du Mans, bien évidemment, où l'on parle des futures chronolignes. C'est un stand que vous pouvez également visiter lors de la foire Expo du Mans sur le grand chapiteau Oasis. Bonjour. Bonjour. Alors déjà avant tout, Frédéric, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est chronoligne? Alors, chronoligne, c'est l'amélioration de 3 lignes de bus existantes aujourd'hui qui sont desservies par Acetram, les lignes 4, 5 et 6, qui vont passer C4, C5, C6 en chronoligne, qui sont des lignes, qui sont des travaux d'amélioration pour améliorer les délais, les horaires et pour la mobilité aussi peut-être. Alors la mobilité, comme tout le réseau Cetram, effectivement l'accessibilité et qui fait en sorte que les bus soient moins impactés par la circulation pour être prioritaires dans les carrefours qui portent aujourd'hui un peu de problème. Donc ça c'est l'un des futurs gros chantiers, on va dire, dans le centre du Mans, dans la ville du Mans, quoi. Oui, je pense que c'est le chantier majeur des années à venir, effectivement. Alors dans ce cadre-là, des réunions publiques vont avoir lieu sous peu, je crois. Oui, il y a des réunions publiques dans différents quartiers qui vont avoir lieu. Les premières, c'est fin septembre et les dernières vont être avant le 10 octobre de mémoire. Alors donc on va parler de quoi, des contraintes, des obligations, de début des travaux, fin des travaux, comment ça va se passer? Les questions, ça va être un petit peu ça? Oui, ça va être ça. En fait, on va recevoir donc les riverains, enfin tous ceux qui veulent venir, riverains, commerçants. On va présenter les travaux, on aura les entreprises, on pourra présenter des phasages, des dates de début de travaux et puis présenter la vie du chantier aux riverains, aux commerçants. Justement, c'est prévu pour quand à peu près le début des travaux? Alors les premiers travaux sont des travaux de réseau puisque évidemment on profite de l'opération pour faire des réseaux souterrains, améliorer ou refaire des réseaux souterrains. Donc ces premières parties de réseaux souterrains vont se dérouler à partir d'octobre jusqu'à la fin de l'année pour une grosse partie, enfin le départ. Hein. Et puis après les travaux de réalisation vont être principalement courant 2025 avec une fin début 2026, courant 2026. Et la première ligne sur laquelle vous allez vous attaquer, quoi? Et en fait, on s'attaque sur les 3 lignes en même temps. On a séparé les 3 lignes en 4 secteurs de travaux et donc on a 4 entreprises qui vont travailler en simultané sur les lignes. Donc il n'y a pas une ligne qui va être prioritairement faite, elles vont être toutes réalisées simultanément. Merci Frédéric. Les 4 jours, c'est aussi beaucoup de spectacles et de concerts. Et là, précisément, une parade va débuter. Je suis avec Loïc Delacroix. Loïc Delacroix qui est le directeur artistique de ce merveilleux spectacle. Bonjour Loïc, ça va bien? Ça va plutôt bien, ouais. Bon, alors Loïc, la compagnie, qui est-elle? Où est-elle? Alors on est compagnie Remue Ménage, on est une compagnie professionnelle des arts de la rue. On est basé à Ivry-sur-Seine, à côté de Paris. Ça arrive à des gens très bien. Voilà, on est très bien, on a de très beaux locaux, c'est super, on est très bien, on est très bien.
Et Combien êtes-vous dans au sein de cette compagnie? on est très nombreux puisqu'on a à peu près une vingtaine de spectacles déambulatoires et 6 spectacles fixes scéniques cirque. En fait, la compagnie, on est 180 artistes. Ah oui, effectivement, 180 artistes. Donc ça représente à la fois les artistes qui évoluent et toute la partie technique. La partie technique, les bureaux, l'administratif, voilà, on est assez nombreux. Ouais, on est très nombreux. Ce qu'il faut préciser quand même, c'est que c'est un spectacle qui se fait également de nuit. Donc, et c'est sublimissime parce que là, il fait jour encore. On le verra ce soir, à 21h, ça sera nocturne. Donc nous, on est très spécialisés dans les spectacles lumineux, de manipulation de marionnettes et de danse et de cirque. Et effectivement, ça prendra un autre cadre ce soir, ouais, tout à fait. Là d'où viennent les artistes? C'est-à-dire c'est à la fois des circassiens, des danseurs, des acrobates? Ouais, on a un petit peu tous les secteurs des arts. Voilà, on a danseurs, circassiens, acrobates, musiciens. Voilà, on regroupe un petit peu tout ça. On a tous nos spectacles qui tournent en même temps, qui se baladent en même temps. Donc là, on est un autre spectacle qui est aux Accroche-Cœurs à Angers, qui est un spectacle scénique qui s'appelle La Belle Illusion. Donc voilà, on est plusieurs équipes à partir sur le terrain. Et ce sont des spectacles de combien de temps? Alors sur scène, c'est des spectacles d'1 heure. Et en déambulation, là, on va faire 2 passages de 45 minutes. Sinon, on peut le faire en 1h30 en général. Oui, donc c'est quand même assez important. Ouais, c'est physique, ouais, c'est physique. Hein. Et donc justement, ça a pris combien de temps de faire la création de ce spectacle? Ben là, on vient de faire un spectacle. En général, il faut compter 1 an. Demain, on va faire une présentation d'un spectacle qui s'appelle Légendaire, qui est une toute nouvelle création. Vous verrez aussi des images, mais on va pas tout défleurer le même jour. Voilà, qui vient juste de sortir. Donc on a fait une première sortie, on sort de résidence avec. On a fait une première sortie la semaine dernière à 7. Et puis on va le présenter demain. Voilà, donc c'est autre chose. Là, aujourd'hui, on est sur une petite forme, un peu plus légère. Et demain, on sera sur une grosse forme. Formidable, on verra ça demain. Et donc du coup, vous, en tant que directeur artistique, concrètement, vous faites quoi? Je fais tout. Couteau suisse donc. Couteau suisse. Non, je suis sur le terrain, mais en général, voilà, je suis plutôt à tout ce qui est design, des dessins. C'est moi qui crée tous les costumes, les personnages. Voilà. Ouais. Donc je fais tout ce qui est maquette. Et après, ça part dans les ateliers de conception. Et après, on a notre chorégraphe Véronica Endo qui travaille avec les danseurs, les comédiens pour mettre tout ça en piste. Et alors justement, précisément aujourd'hui, donc il y a garçon-fille. Ils sont combien aujourd'hui Ils sont 11 aujourd'hui. On est sur une petite présentation parce que le spectacle, normalement, on est 19. Là, on est sur la moitié. C'est un petit condensé. Voilà, donc là ils seront 11, entre danseurs, échassiers, marionnettistes. Et l'histoire C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour, c'est un rapprochement entre l'homme et la femme et la biche et le cerf. Ah, ceci expliquant cela, c'est que vous avez des grosses bébêtes derrière vous, je tiens à vous le dire. Voilà, le brame du cerf. Donc on s'est fait un petit rapprochement entre ce brame de cerf et des biches et comment l'homme et la femme peuvent se rencontrer. Donc on s'est amusé autour de ça et on a créé ce spectacle-là, voilà, qui est une espèce de fresque on fait coïncider l'humanité et la nature. C'est ça, c'est ça. On est dans le thème, hein. Là c'est la chlorophylle, ici, là. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Bon, bah, écoutez, on a envie de découvrir ça, mais alors voilà, Super. on est impatients. Faut venir ce soir pour le voir en lumière aussi. Formidable, merci Loïc. Merci. On se retrouve sur l'immense stand du Printemps des Rillettes avec Mickaël Douard qui en est le président de l'association avec une version revue et corrigée cette année puisque on est sur un stand qui est immense. Bonjour Mickaël. Bonjour. Alors on va dire que c'est le début de la foire avant l'événement, l'un des événements dimanche avec le concours. Et c'est ça, dimanche le concours de rillettes organisé par les artisans bouchers de la Sarthe. Alors rappelez-nous un petit peu la genèse de cette histoire, le Printemps des Rillettes. Qui organise, depuis combien d'années ? Alors le Printemps des Rillettes, on va fêter la 8e année au mois de mars, au printemps, voilà, forcément. Et ça a été organisé, on s'est rencontrés à plusieurs. Il y a le port fermier de la Sarthe, il y a LMTV qui est là depuis le début, il y a France Bleu, il y a les artisans, il y a la Maison Prunier. Voilà, on s'est rencontrés ensemble. Que des produits sartois ? Que des bons produits surtout et que des produits sartois. On travaille tous ensemble avec plein de bénévoles. Et du coup, ça nous permet de faire une grande animation qui rayonne sur toute la Sarthe. Alors pour les gens qui le souhaitent, ils pourront venir goûter des rillettes justement aussi, forcément. Et bien ici, oui, on peut goûter les rillettes. Il y a plein de rillettes. On fait des rillettes chaudes, on fait des rillettes froides, tartinées. Et puis il y a des jeux aussi pour gagner des rillettes ou des bons d'achat. Donc oui, c'est ça. On a vu que cette année, il y avait en marge des choses sérieuses et aussi des animations. C'est ça, il y a des animations. Là, pour le Printemps des Rillettes, on a un magicien qui est ici. Donc on a des sculptures qui sont faites en papier mâché un petit peu. C'est sympa. On a des belles photos. Donc on a pas mal de choses. Bon, Mickaël, entre nous, comment se porte le marché de la rillette alors ? Eh ben les rillettes, ça marche bien, ça marche très bien même, surtout quand il y a des barbecues l'été. Pour un apéro en Sarthe, on emmène toujours son pot de rillettes pour un apéro. Et quand on part en vacances, il faut savoir que nous on fabrique plus de rillettes parce que les gens emmènent en cadeau des rillettes, donc c'est plutôt sympa.
C'est vrai que ça reste enfin pour l'objet, mais éternel et on va dire quand on voyage, c'est vrai comme vous venez de le dire, c'est toujours le souvenir qui fait plaisir d'emmener un pot de rillettes à la famille partout en France, quoi. Bah c'est ça, et puis c'est surtout à la famille qui est partie, qui est originaire de la Sarthe, qui ont plus l'habitude de manger des très bonnes rillettes. Donc quand ils ont de la famille ou des amis qui viennent ici, ils disent surtout je m'en ramène un pot et puis on se fait plaisir comme ça. Un dernier mot, Michael, sur le concours dimanche où on va distribuer les premiers prix. Combien de candidats en lice, vous le savez ? Oui, il y a 66 candidats qui vont participer. Le concours a lieu de 9h30 à 13h30 à peu près. Et à 16h, il y aura l'annonce officielle des gagnants pour cette année des meilleures rillettes de la Sarthe. Donc on distribue le prix d'honneur, de quoi il est question là ? Eh ben, il y a le prix d'excellence dans plusieurs catégories. Il y a des catégories de boucher, de charcutier, de salaisonnier, de Pays de la Loire. Et on a le trophée du champion des champions. En fait, c'est la meilleure note entre les bouchers et les charcutiers. Et là, voilà, c'est le Graal pour celui qui l'a. Il vend plus de 25% de rillettes de plus dans l'année. Eh ben super, merci Michael et rendez-vous à dimanche. Eh bien, vous le savez, comme chaque année à la Foire du Mans, il se passe alors pléthore de choses. Là, on est sur le stand du département et je viens de retrouver la chargée de communication. Bonjour, on s'appelle comment nous ? Bonjour, je m'appelle Lorraine. Alors Lorraine, est-ce qu'il y a une thématique cette année ? Parce que chaque année, on nous surprend sur le stand du département. Oui, cette année, le thème, c'est la Sarthe. En Sarthe, on a la fibre et la chlorophylle, donc c'est la Sarthe verte, durable et connectée. Voilà. Super, donc du coup, je vois qu'il y a plein de pôles différents donc, sur le stand qui est immense, accessoirement. Donc il y a un truc qui m'a interpellée là tout de suite. Je vois un vélo avec un espèce de centrifugeur au-dessus, c'est bizarre ce truc. Oui, c'est ça, on a un vélo à smoothie, donc en fait on prépare la recette que vous pourrez retrouver sur la table et ensuite les gens viennent pédaler et puis voilà, après vous pouvez goûter le smoothie. Mais alors c'est quoi l'idée ? Eh ben de découvrir des nouvelles recettes. D'accord, donc de faire du vélo, donc faire du sport en fait. Je vais aller tester, parce que ça m'interpelle, découvrir des nouvelles recettes de smoothie. Donc en fait on est dans le truc de santé, ici, c'est ça l'idée ? C'est ça. Ok, bon, je vais tester. Donc l'idée c'est qu'on se met sur le vélo. Donc là je fais les choses comme si j'étais à votre place. Je suis un simple visiteur, je suis sur le stand du département. Donc vous pouvez faire comme moi, on se met sur le vélo. Il est un petit peu bas le vélo quand même, je tiens à le préciser. Lorraine, faut venir m'aider. Alors Lorraine, est-ce que vous pouvez me tenir le micro ? Ce sera plus simple, merci. Alors, Lorraine, il faut pédaler vite. Il faut pédaler tout le temps. Ah d'accord, ok, donc je pédale. Donc en fait je fais du sport en même temps. Comme ça après on a un jus de fruits parce qu'après l'effort, le réconfort. Et donc en face de moi j'ai la Sarthe à vélo, plus de 1000 km d'itinéraire et de boucles locales. Donc en fait, l'idée, c'est de découvrir la Sarthe, c'est ça à vélo ? C'est ça, il y a de nombreux itinéraires à vélo en Sarthe à découvrir, voilà. D'accord, bon c'est formidable, on est content. Voilà, donc c'est le sport. Je pédale, c'est génial. Donc voilà, donc ça c'est une activité que vous pouvez faire sur le stand du département. Autant vous dire que, au bout d'un moment, j'en peux plus. Mais à la fin, on a un bon smoothie. Donc voilà, on est dans le vert, dans la santé, dans l'écologie, c'est pas mal. Bon, on va aller voir un peu plus loin ce qui se passe, je crois, du côté des espaces naturels. Allez. Donc Lorraine nous l'a dit pour commencer, on parle de Sarthe verte et de Sarthe connectée. Là, en l'occurrence, on est dans la partie verte, on l'a bien compris. Bonjour, je suis avec Anthony. Ça va bien, Anthony ? Bonjour, oui, merci. Anthony qui est très très grand, donc j'ai l'impression d'être une naine à côté. Alors Anthony, à qui s'adresse ce dispositif ? De quoi parle-t-on ici ? Donc ici, nous présentons la politique de préservation du bocage dans le département de la Sarthe. Donc là, on est sur des espaces naturels et pas des espaces verts en ville ? Oui, tout à fait. Là, on parle plutôt de campagne de nature où l'on présente cette politique à travers la création et la restauration des mares à l'échelle du département, mais également la plantation, la conservation des haies champêtres dans le milieu agricole, dans le milieu urbain, périurbain, avec toute la biodiversité qui joue un rôle très important pour l'environnement, la préservation de l'environnement dans le département. Alors justement, précisément, donc là, on a une reproduction de mares pour le coup. Donc, expliquez-nous comment on préserve une mare justement, quels sont les bienfaits par rapport à notre environnement. Donc effectivement, une mare est très intéressante dès lors qu'elle est en eau au moins sur une partie de l'année. Qui permet d'accueillir pendant la période de reproduction des amphibiens, par exemple, donc les tritons, crapauds, grenouilles, qui sont présents dans l'eau entre le mois de janvier et le mois de juillet, mais également toute une autre faune sur d'autres périodes de l'année, comme les insectes, les libellules, et d'autres animaux comme les reptiles. Par exemple, la couleuvre helvétique affectionne les milieux humides, donc la mare est très importante pour elle. Par exemple, la couleuvre, on a tendance à avoir une idée un petit peu négative justement des reptiles, des serpents. Et là, donc la couleuvre, qu'est-ce qu'elle nous amène, par exemple ? Donc la couleuvre, comme beaucoup d'espèces, est une prédatrice de micro-mammifères, par exemple, donc mulots, campagnols. Donc elle joue un rôle de régulation de potentiels nuisibles, en fait, entre guillemets, d'espèces qui peuvent causer des dégâts sur des productions agricoles, etc. Oui.
Alors là, on a parlé de la partie marre, donc on a bien compris les enjeux et comment faire pour... Est-ce qu'il y a vraiment des gestes spécifiques? Oui, effectivement, il y a une période de travaux. Dès lors qu'on engage la restauration d'une mare, il faut effectivement intervenir en dehors de la période de reproduction des amphibiens pour ne pas aller abîmer effectivement ces espèces qui sont malgré tout protégées en plus. Donc il y a vraiment un cadre réglementaire aussi à respecter. Mais effectivement, nous, on préconise une intervention entre octobre et décembre pendant que les amphibiens ne sont pas dans l'eau. Et donc cette intervention, elle se manifeste comment ? Donc nous, on préconise un curage dès lors qu'il y a besoin de curer la mare pour retrouver un volume d'eau en fait intéressant pour plein d'espèces, mais également un reprofilage des berges en pente douce parce qu'on a depuis plusieurs années créé des mares qui ressemblent plutôt à des bassins avec des pentes qui ne sont pas forcément très accessibles pour les amphibiens. Donc l'idée c'est de recréer des berges douces pour que les animaux puissent rentrer, sortir facilement. Très bien. Et alors on a parlé aussi du côté donc des haies. Tout à fait, le département alors préserve les haies existantes mais également souhaite communiquer, sensibiliser les Sartois entre guillemets à replanter de la haie. Donc on participe au financement, à la subvention de plantation pour la replantation de haies champêtres. Donc les champêtres, c'est quoi comme végétation, c'est quoi comme plante? Donc on va retrouver des essences sauvages entre guillemets, du chêne, du charme, du fusain, du cornouiller sanguin, par exemple, de l'aubépine, toutes sortes de végétaux qui poussent naturellement en forêt ou dans les haies du bocage. Bien sûr des espèces champêtres. Et donc, parce que bon là, donc la haie, elle est à hauteur presque d'homme, mais pour avoir une haie de cette hauteur-là, il faut combien de temps? Il ne faut pas beaucoup de temps en fait. Dans les dossiers de subvention, les candidats planteurs plantent des végétaux qui font entre 40 et 60 cm de hauteur. Et dès 3 à 4 ans, on peut déjà avoir une haie qui ressemble à quelque chose, c'est-à-dire qui fait à peu près 1,50 m, 2 m de hauteur, avec des végétaux qui sont adaptés au climat et au sol de la région. Donc pas besoin d'entretien, il y a des choses très infimes à faire? Il y a un petit cahier des charges à respecter en termes de plantation pour que les végétaux s'installent très bien. Et ensuite, il y a un petit peu de taille, mais c'est très, très léger. Donc le cahier des charges, quel est-il en 2 mots? Donc c'est une bonne préparation de sol pour que les végétaux s'installent d'un point de vue racinaire, un paillage au sol pendant que les 2 premières années, le temps que les végétaux s'installent, et ensuite une taille de recépage, ce qu'on appelle pour dynamiser le pied de la haie, pour que la haie soit bien touffue, et puis ensuite on n'a pas à intervenir pendant une quinzaine d'années. Merci beaucoup Anthony pour toutes ces informations. Maintenant on va partir du côté connecté. Allez. Donc nous sommes toujours sur le stand du département, je vous l'ai dit, il y a un florilège de choses proposées ici aujourd'hui. Et donc là pour le coup on a parlé d'une Sarthe connectée, j'ai retrouvé... Comment s'appelle-t-on? Antoine. Enchanté Antoine, ça va bien? Ça va, très bien, merci. Alors Antoine, expliquez-nous ce que vous nous proposez, vous. Quelle est l'idée de ce dispositif? Alors moi je fais partie des conseillers numériques de la Sarthe, donc on est 16 sur le département de la Sarthe, employés par le département de la Sarthe. Nos missions consistent à accompagner tous les Sartois dans les usages liés au numérique. Donc vous facilitez la vie des gens en fait, le quotidien des gens? C'est ça, sous forme de rendez-vous d'atelier, on rencontre les personnes qui ont des difficultés pour par exemple envoyer un mail, mettre les photos du téléphone vers l'ordinateur, tout ce genre de démarches qui aujourd'hui sont inévitables dans un monde digitalisé. Digitalisé, ouais, tout à fait, ouais. Alors, même l'administration, etc. Donc vous accompagnez aussi pour ces choses-là? Oui, alors on ne va pas faire les démarches à la place de la personne, on va leur expliquer comment se connecter sur les sites de l'État notamment, comment créer un mot de passe sécurisé, comment être vigilant face au côté on va dire négatif du numérique et toutes les arnaques, la cybercriminalité qui peut sévir sur le numérique. Et puis en essayant d'utiliser des mots très simples pour un peu dédramatiser et dédiaboliser aussi le numérique pour que chacun puisse être à l'aise un peu plus. Alors comment ça se passe? Comment on arrive à vous joindre? C'est des ateliers de combien de temps? Alors on peut prendre contact directement avec le département de la Sarthe, sinon c'est au sein de chaque communauté de communes. J'ai dit qu'on était 16 en fait parce qu'il y a 15 communautés de communes en Sarthe, plus un coordinateur. Donc en fait il suffit de se renseigner auprès de sa mairie. Donc on parle bien de la Sarthe, donc en dehors du Mans Métropole. C'est toutes les communes en dehors du Mans Métropole. Donc on prend contact avec sa mairie, on dit voilà, j'ai entendu qu'il y avait un conseiller numérique du département, j'aimerais le rencontrer parce que j'ai des questions, ou alors participer à un atelier sur des thématiques diverses et variées, toujours liées au numérique. Et donc vous avez une formation à l'origine dans l'informatique, j'imagine? Eh bien, pas spécialement. Moi, j'ai plutôt une formation dans l'accompagnement social parce qu'il me semble important d'avoir évidemment des connaissances dans le numérique, mais surtout ce qui est important, c'est d'avoir un lien, en fait, c'est créer du lien. Voilà, de lien, de pédagogie et d'expliquer simplement les choses. Voilà, sans entrer dans les détails très, très techniques. Voilà. Antoine, je vais avoir besoin de vous parce que je suis nulle en informatique, moi. Alors, il y a quand même un truc qui m'interpelle parce que là, dans le dispositif, donc c'est un robot. Voilà, un petit robot en fait, donc ce qu'on appelle un M-Bot. Donc c'est un petit robot. Donc là, c'est plutôt dans des ateliers qu'on peut faire avec des plus jeunes, des primaires, des collégiens qui vont être dans l'initiation à la programmation. C'est-à-dire qu'un petit robot
comme les robots, les tondeuses, les aspirateurs, ils effectuent une tâche qu'on a au préalable programmée. Donc là, on va lui dire par exemple de faire 3 secondes en avant, puis 2 secondes à gauche, puis d'allumer la lumière rouge, puis de faire un petit son, et voilà. Et après, on va lancer le programme et le robot va réaliser ce programme. C'est une découverte du numérique, une initiation au numérique. Donc vous intervenez dans les écoles, dans les établissements scolaires? On peut intervenir vraiment dans tous les établissements qui accueillent du public. Donc, des écoles, en passant par les centres pour adultes en situation de handicap, les maisons de retraite, les bibliothèques. Je vais vous demander, parce que c'est vrai que nos anciens, ils peuvent être moins enclins à l'information. Enfin, quoique, il y en a qui sont très connectés. Mais Oui, on va dire qu'en effet, la majorité de nos accompagnements aujourd'hui concernent des personnes qui sont à la retraite. Voilà. Mais on fait d'intervention en collège aussi, comme je disais, en école primaire éventuellement aussi. Voilà. C'est très libre et c'est ouvert à tous les Sartois et de façon gratuite aussi. Ça, c'est important de le préciser. Voilà. Très important. Donc vous avez compris, vous allez dans votre mairie, vous demandez, donc voilà, et ça se fait tout seul, c'est gratuit. Et ainsi, vous ne serez plus bloqué comme moi je le suis en informatique. Génial, merci beaucoup Antoine. Avec plaisir, bonne journée. On le dit depuis tout à l'heure, la Sarthe est une Sarthe connectée, donc on est un département très très connecté, bien plus que plein d'autres en France. Je suis avec Nicolas Eck qui est donc le directeur de Sarthe Numérique. Bonjour Nicolas, ça va bien? Oui, très bien, bonjour. Alors Nicolas, parlez-nous des enjeux, qu'est-ce qui se joue ici, parce qu'on parle de Sarthe connectée? Oui, alors en fait, ce stand est là pour mettre en avant d'abord un premier message, c'est que très tôt en Sarthe, on s'est engagé dans le déploiement de la fibre optique, et surtout la fibre optique pour tous les Sartois, aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine. Et donc les élus du département et des communautés de communes se sont engagés dans un vaste plan de déploiement de la fibre optique. Et depuis le mois de décembre 2022, c'est effectif, tous les Sartois ont accès à la fibre optique, quelle que soit la zone où ils habitent, c'est-à-dire les toutes petites communes sartoises, même dans les communes et les campagnes les plus reculées, ont accès à la fibre optique. Et donc en ce sens-là, le département de la Sarthe est précurseur et pionnier, puisque on fait partie des 3-4 départements français les plus avancés en termes de déploiement. Comme quoi, les gens ont des fois une image de la Sarthe, un petit peu nous sommes des bouseux, mais en fait pas du tout. Non, en Sarthe, on a la fibre et la chlorophylle. C'est deux choses évidentes. On a sur notre réseau près de 218 000 prises qui ont été déployées et déjà plus de 125 000 personnes raccordées au réseau fibre optique. Et donc on est vraiment dans une situation très très favorable en termes de déploiement de la fibre optique. L'autre enjeu en fait qui nous met dans une position très favorable, c'est le fait que l'opérateur historique a décidé d'éteindre le réseau cuivre, de fermer le réseau cuivre, puisque en fait il devient obsolète et puis bien moins performant en fait que le réseau fibre pour les accès numériques. Mais pour le coup c'est colossal parce que fermer tout ce réseau-là, c'est un projet énorme alors, qui est engagé par l'opérateur historique, c'est une entreprise privée qui a fait ce choix-là. Et en fait, les territoires doivent s'organiser en fait, pour répondre à cette contrainte. Et en Sarthe, c'est vrai qu'on est dans une position très favorable puisque tous les Sartois ont encore une fois accès à cette solution fibre optique pour tous. Et donc, en fait, le message qu'on veut faire passer aussi aux Sartois lors de cette foire du Mans, c'est de dire il est temps. Il est urgent presque même de changer de technologie parce que même si les dates annoncées s'orientent plutôt vers entre 2026 et 2028 en termes de fermeture pour la Sarthe, eh bien ça peut paraître lointain mais à la fois très proche parce qu'il peut y avoir des problèmes de raccordement par exemple d'un passage d'une technologie à l'autre et si on a 2-3 ans pour le résoudre, tant qu'on a encore les services sur le cuivre, eh bien c'est une transition qui va se faire de manière confortable alors que si on attend le dernier moment, qu'on a des difficultés, eh bien le risque c'est d'être privé d'accès Internet et on voit notamment après la crise sanitaire qu'on a tous connue que ça devient essentiel, vital, même y compris pour les foyers, mais aussi pour le télétravail. Alors justement, précisément, parce que bon là je vois il y a une image qui est très parlante, c'est la prise du téléphone. Pour nos anciens par exemple, parce que typiquement la jeune génération, bon la fibre optique c'est une évidence effectivement pour travailler, mais quand vous êtes âgé, vous n'avez pas nécessairement accès à Internet, vous n'en avez pas envie aussi parce que bon vous connaissez pas, ça vous fait peur. Voilà, c'est comment on leur explique de manière concrète et surtout comment on les rassure. Bien en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est pas que, j'allais dire, le triple play, alors qui est déjà un terme barbare et qui ne parle pas à tout le monde, mais c'est vraiment tous les services qui passent sur le réseau cuivre. C'est-à-dire que même, effectivement, comme vous l'évoquiez, le simple fait d'avoir le téléphone fixe à la maison ne sera plus disponible par le cuivre et il faudra le faire passer par la fibre. Donc les opérateurs commerciaux ont d'ores et déjà mis en place des offres de services
restreinte entre guillemets, où il y a uniquement le téléphone pour les gens qui en ont besoin, qui n'ont besoin que de ça. Et donc il y a vraiment dans les propositions commerciales faites par les différents opérateurs l'ensemble des possibilités d'accès. Donc le téléphone seul, le téléphone et la télévision, Internet, enfin tout est possible avec la fibre optique. Mais c'est aussi d'autres éléments auxquels on peut peut-être un peu moins penser. C'est le maintien des personnes âgées à domicile, c'est les systèmes de vidéoprotection ou d'alarme par exemple dans les logements. Et puis aussi au sens large, pour les collectivités, eh bien, c'est tous les services, j'allais dire, publics, hein, les stations d'épuration, des services essentiels aussi de sécurité. On travaille avec le SDIS par exemple pour ce besoin de connectivité permanent pour garantir la sécurité civile. Et donc c'est vraiment une vaste réflexion qui s'engage pour basculer tous les services qui étaient portés sur le réseau cuivre vers la fibre optique, qui demain sera le seul réseau permettant d'apporter du service en Sarthe. Et ce réseau-là a été donc construit sous le contrôle des collectivités sartoises, avec le département en chef de file, j'allais dire, qui a vraiment été l'initiateur de ce projet. Et on a un opérateur, un exploitant de réseau, qui s'appelle Sartel. En fait, on connaît un peu mieux le modèle de l'électricité, puisque dans l'électricité, le département de la Sarthe est propriétaire du réseau. Et il a un exploitant de réseau qui s'appelle Enedis, qui vend ensuite son réseau aux opérateurs d'énergie, les POEO, EDF, Direct Énergie. En fibre optique, on a opéré exactement sur le même modèle. Sarthe Numérique est le propriétaire de ce réseau fibre optique. Sartel est notre Enedis du numérique en Sarthe, et donc va opérer le réseau, et lui le loue aux fournisseurs d'accès Internet, les Bouygues, Orange, Free, SFR, mais aussi des opérateurs de proximité. On a 9 autres opérateurs, des Canet, Nornet, qui amènent ensuite du service aux Sartois en tant que particuliers. Mais ce qui est vrai pour les particuliers est vrai pour les collectivités, mais aussi il ne faut pas oublier les entreprises, parce que de la même manière, les entreprises vont devoir faire une analyse de tout ce qui est connecté. Voilà. On pourrait penser encore aux fax. Il y en a peut-être encore qui ont des fax, mais voilà, des systèmes de surveillance, d'alerte. Il va vraiment falloir faire basculer tout ce qui est porté sur le réseau cuivre vers la fibre. Et il est, je dirais, urgent de ne pas attendre pour se laisser un peu de temps dans cette migration imposée par une décision de l'opérateur historique. Ne prenez pas peur quand on parle d'urgence, parce que c'est ça aussi, nos anciens peuvent avoir peur en entendant le mot urgence. En tout cas, si vous voulez avoir des informations, Nicolas et ses équipes seront prêts à vous répondre pendant toute cette durée de la foire. Donc voilà, on a bien. Merci Nicolas. Faites gaffe, vous êtes attaqué par une plante derrière. Moi, je vous dis ça. Voilà. Mais c'est aussi le côté très agréable de la Sarthe. C'est la chlorophylle. On parle de technologie, de fibre optique, mais au milieu des arbres et de la chlorophylle. Donc c'est aussi pour ça qu'on est fiers d'être sartois et qu'on aime travailler ici. Bah oui, sartois un jour, sartois toujours, évidemment. Avec Nathalie Jarrier qui est en charge des animations ici dans le cadre de la foire du Mans, puisqu'il est question aussi, comme chaque année, de vivre cette foire en musique. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors c'est devenu une tradition puisque tous les jours de fête, le soir, il y a traditionnellement des concerts. Oui, effectivement, depuis quelques années, nous organisons les apérosiques, donc des soirées-concerts le vendredi et le samedi avec une gratuité à partir de 19h. Alors les festivités commencent à quelle heure pour l'apérosique? À 19h? Oui, c'est ça, à partir de 19h. Donc c'est pour ça aussi qu'on a fait cette entrée gratuite à partir de 19h. Donc on aura 2 groupes le vendredi soir. Donc ce soir, Loire-Valais Calypso, un groupe angevin. Et puis dans une seconde partie de soirée, à partir de 21h, ROK, Roms of Kabylie. C'est jusqu'à quelle heure alors tout ça? Ça dure à peu près jusqu'à 22h15, 22h30 environ. Donc... Alors chaque année vous modifiez un petit peu la programmation? Oui, bien sûr, on essaie de se renouveler, de faire de nouvelles propositions, donc avec des groupes qui viennent aussi de d'autres départements, des groupes qui ne sont pas forcément connus. Ça permet aussi des découvertes de nouveaux styles et de nouvelles tendances musicales. Alors dans la programmation pour dimanche, j'ai vu que dimanche matin il y avait Léo et Léon. Et une sartoise dimanche après-midi, Lola Baye. Oui, effectivement, Lola Baye qui a sorti un nouvel opus et donc qui sera là à partir de 17h. Et on aura aussi un autre sartois sur la foire qui est Johan Launay dans le cadre des comédies musicales. Donc il sera là à partir de 16h30 en dédicace. Voilà. Bon, voilà, tous les soirs, donc à partir de 18h30, on peut venir se restaurer ici et puis écouter la musique qui suit.
Oui, il y a beaucoup de choses à faire dans la foire. On a quand même 467 exposants cette année et plus de 1000 animaux. Donc plein de choses à découvrir sur la foire. Merci Nathalie. Il y a des comédies musicales ici dans le cadre de la foire Expo au Mans qui dure jusqu'à lundi. Et jusqu'à lundi, vous aurez droit aussi, bien évidemment, à des comédies musicales avec nos amis Loaï et Mathilde que l'on accueille à quelques minutes, on va dire, de l'entrée en scène. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors de quoi s'agit-il, Dancing Queen ? Alors là, dans 10 minutes, on a une petite animation musicale. Donc on va inviter les gens à danser avec nous et apprendre une petite chorégraphie de la comédie musicale Mamma Mia. Enfin, c'est pas forcément la chorégraphie originale, mais c'est une chorégraphie sur une des chansons donc de ABBA, puisque c'est une comédie musicale basée sur les titres de ABBA. Mathilde, vous êtes chanteuse, interprète, vous êtes danseuse également, vous faites tout. Et je suis productrice. Et là, en l'occurrence, ici au Mans ? Et là, en l'occurrence, ici au Mans, on chante, on fait 4 concerts par jour de comédie musicale. Donc on a les comédies musicales françaises, les comédies musicales anglo-saxonnes, on a un petit medley d'un siècle, 100 ans de comédie musicale, et aussi un concert spécial Disney. Super. Loaï, vous êtes vous aussi un artiste éclectique, on va dire. C'est ça. Vous venez d'où ? Je viens de Paris. Je pense que nous venons tous de Paris, me semble-t-il. Non, pas toi Mathilde, tu viens de Montpellier, mais en tout cas, on vient tous de Paris. Et oui, je suis un artiste aussi éclectique, pluridisciplinaire. Triple threat, comme ils essaient de dire aux États-Unis, en tous les cas, un artiste de comédie musicale, ouais. Et donc rompu aux comédies musicales, justement ? Rompu à la comédie musicale, c'est ma formation. C'est la formation que j'ai fait à Paris et c'est ma carrière, si je peux parler de carrière maintenant, depuis 10 ans, ouais. Alors là, vous êtes au Mans jusqu'à lundi, et en dehors de ça, alors vous produisez où ? Il y a déjà des projets pour 2024-2025 ? Pour l'instant, pas. Je rentre d'un spectacle que j'ai joué à Bruxelles dans le cadre d'un festival qui s'appelait Come From Away, qui est une comédie musicale un peu niche, pas très connue. Et avant ça, j'ai joué dans des comédies musicales plus connues, notamment Grise d'ailleurs, que j'ai joué à Paris il y a un certain temps maintenant. Mais pour l'instant, pas de projet encore à venir. Mathilde, c'est sympa de jouer dans la proximité parce que là, on a un petit comité, quoi. Bah, c'est super chouette et puis c'est chouette de travailler avec des gens comme Loaï et comme les autres personnes qui partagent la scène avec nous parce qu'on les croise de temps en temps sur des contrats, mais là ça faisait longtemps en tout cas tous ensemble, cette équipe, on n'avait pas encore travaillé tous ensemble et c'est une super équipe, les musiciens sont vraiment formidables. Voilà, donc j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir nous écouter et profiter du spectacle. Loaï, un dernier mot, c'est justement, comme vient de le dire Mathilde, c'est des rencontres, c'est du partage. C'est ce qui vous plaît aussi ? Oui, exactement. C'est ce qui est le plus intéressant dans ce métier, entre autres, outre le dépassement de soi, parce que c'est un métier assez physique. C'est vrai que chaque nouveau projet amène des nouvelles rencontres et ça apporte beaucoup de richesse. Eh bien, merci et bon spectacle à vous. Pour les fines bouches, et Dieu sait s'il y en a en Sarthe comme partout ailleurs, nous sommes sur le stand du CMA Formation avec Maxime Lemay qui est le formateur en compagnie bien évidemment des apprentis charcutiers. Bonjour Maxime. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que le CMA ? La CMA Formation, en fait, c'est une filiale de la CMA Chambre des métiers et de l'artisanat. On forme tout ce qui va être boulanger, pâtissier, glacier, chocolatier, fleuriste et notamment aussi les bouchers, charcutiers, traiteurs. Et là, on a une classe de première année de charcutier traiteur. Pardon. Alors le fait d'être présent sur la foire ici Exposition, c'est quoi ? C'est aussi de présenter votre métier, mais aussi de sensibiliser, d'essayer de susciter, on va dire, des vocations ? C'est ça, en fait, on essaye par cette petite démonstration avec nos petites tartines de rillettes qu'on fait déguster aux gens qui passent devant nous et nos mini burgers avec une épaule de porc confit. En fait, on essaye de faire voir que les charcutiers, c'est pas que faire du pâté, c'est aussi faire des belles petites choses et rendre ces choses-là gourmandes en fait. Et aussi promouvoir notre CFA parce qu'on manque cruellement de charcutiers traiteurs notamment en Sarthe et c'est un métier qui se perd, c'est dommage. Ah oui, alors justement en termes d'effectifs, ça donne quoi au CMA ? Chaque année vous préparez combien de jeunes à ce métier ? Alors en moyenne on a environ une quinzaine d'apprentis charcutiers qui sortent chaque année en CAP et entre 3 et 4 BP charcutiers, donc des personnes qui sont amenées à reprendre des entreprises et c'est dommage parce que c'est un métier exceptionnel. Moi je suis rentré dedans ça fait quasiment 10 ans et je me lasse pas du tout du métier. Alors ça veut dire c'est combien d'années de formation avant de pouvoir exercer Eh bien là en fait ils préparent un CAP en 2 ans et ensuite si jamais ils sont amenés à faire un BP c'est pareil, c'est 2 ans aussi. Donc en 4 ans de formation ils voient une large palette de la charcuterie traiteur.
Et ça veut dire qu'après 4 ans, on trouve forcément du travail, quoi, eu égard au nombre de gens qui recherchent justement des charcutiers. Exactement, en fait, ce sont des jeunes qui n'auront, qui si jamais ils sont courageux et qui veulent continuer dans ce métier-là, ils ne seront jamais au chômage. C'est impossible. Oui, chaque année, tout le monde, vous faites le plein. Totalement. Ouais. Totalement. Et je dirais pas chaque mois, mais quasiment tous les trimestres, j'ai des patrons qui m'appellent en me disant Maxime, est-ce qu'on n'aurait pas un jeune charcutier qui pourrait venir chez moi? Et des fois, c'est frustrant de devoir leur répondre non. Pour ceux qui seraient intéressés, justement, idéalement, c'est quoi? C'est de faire les 4 années ou le fait de faire un CAP en 2 ans, ça suffit? Moi, je leur conseille de faire les 4 années parce que le CAP aujourd'hui, je dirais qu'on dégrossit un peu le travail. Et en fait, quand on rentre en BP, derrière, on va vraiment affiner le geste. On va vraiment affiner, que ça soit aussi bien sur la partie charcuterie que traiteur. Bon, merci Maxime. Merci à vous. On voit qu'ils sont en train de travailler, nous fomenter quelques belles recettes, des petits plats. On va justement s'entretenir avec l'un d'entre eux, Louis Barbier. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez quel âge et vous venez d'où? J'ai 17 ans et je viens du Mans. Et j'ai choisi ce métier-là parce que je suis passionné par tout ce qui est cuisine depuis que je suis tout petit. Et j'ai eu une expérience en cuisine il y a 1 an de ça. Et j'ai finalement compris que me diriger vers la charcuterie, ça aurait été mieux parce que tout ce qui est traiteur, c'est vraiment mon domaine et ce qui me plaît vraiment. Donc je me suis dirigé vers ce domaine-là et franchement, je ne suis pas déçu du tout. C'est pas trop dur, la charcuterie, vu ce qu'on peut entendre autour de nous, il faut se lever tôt le matin, il faut travailler dur, mais comme dans beaucoup de métiers. Oui, c'est ça. Après, les horaires, non, ça va, franchement. Quand on est habitué et quand c'est une passion, les heures, on ne fait pas attention. L'autre satisfaction, on l'a dit tout à l'heure avec Maxime, c'est aussi de savoir qu'au bout de son examen, on a du travail. Oui, c'est ça, on aura toujours du travail dans ce domaine-là. Donc quoi qu'il arrive, il ne faut pas lâcher et rester dans ce domaine-là. Vous, votre objectif, c'est de rester dans la Sarthe, justement, et de travailler peut-être ou d'être charcutier? Là, pour l'instant, déjà, je compte déjà faire mes 2 ans. Après, peut-être ma 3e année en connexe. Puis après, soit je reste en Sarthe, soit j'essaye de voyager un peu avec mon métier, et puis on verra bien. Qu'est-ce qui vous plaît le plus alors dans ce que vous préparez? Moi, c'est plus côté traiteur, toutes les préparations minutieuses, etc. Et franchement, ça me plaît beaucoup. Donc je souhaite vraiment ce métier-là à tous les autres. Merci Louis, bravo. Bon voilà, son voisin, bonjour Noah Porteboeuf, qui est aussi également en première année. Bonjour. Alors Noah, vous venez d'où? Moi je viens de la Sarthe, de Noyen-sur-Sarthe. De Noyen, Oui. Et vous avez quel âge? J'ai 15 ans. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette formation? En gros, avant j'avais fait un stage en vente et pendant un moment mon patron n'était pas là. Du coup ils m'ont dirigé en charcuterie. Et depuis ce stage-là, le métier m'a plu. Du coup après j'ai refait d'autres stages. J'ai trouvé un patron et je me suis inscrit au CFA. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans ce métier? Ce qui me plaît, c'est faire manier la viande, la travailler et faire de la cuisine aussi. Puis peut-être la notion de partage, de voir aussi que les gens apprécient ce que vous faites? Oui, aussi. Et là après, vous pensez déjà ce que vous allez faire à l'issue de vos 2 ans? Après mes 2 ans, moi j'ai comme idée de lancer ma charcuterie dans mon village. Mais je suis pas sûr et pour le moment j'attends encore d'avoir mon diplôme. Vous aimeriez rester du côté de Noyen, où il y a aussi de bonnes charcuteries peut-être? J'aimerais rester dans mon village ou voyager aussi pour découvrir d'autres choses. Merci Noah. Oui, effectivement, on peut rester dans son département, on peut aussi voyager avec les métiers de bouche. Maxime, c'est pas vous qui allez nous dire le contraire. On voit bien que ce soit les Sartois ou les Français, quand on a un métier de bouche, on peut s'exporter, on peut voyager aussi. Complètement. Et là, c'est vrai que c'est ceux qui sont amenés à rester en Sarthe. J'espère pour la plupart, parce qu'on manque cruellement de charcutiers et de bouchers en Sarthe. Et c'est eux qui sont amenés à aller reprendre ces boutiques-là. Alors dans le cadre de la foire justement, là c'est la charcuterie, il y aura aussi la boulangerie avec des démonstrations. Ça aussi c'est un métier qui est très recherché on va dire en France comme ailleurs. Complètement. Là cet après-midi j'ai mon collègue Stéphane Aubry qui va venir avec sa classe de CAP boulanger et qui va nous présenter son métier. Voilà donc ceux qui sont intéressés, ceux qui veulent voir ces premières années œuvrer peuvent venir ici sur le stand de la foire. Et tous les jours peut-être? Oui, complètement. Alors là nous sommes aujourd'hui, on était hier
aujourd'hui et demain. Et dimanche, il y a le concours des bouchers qui sera ici. Un horaire bien précis ou ça change un petit peu selon les jours? Normalement, on est là toute la journée. Merci Maxime. Merci à vous. On le dit depuis tout à l'heure à la Foire du Mans, on découvre et surtout on apprend des choses. Il y a un stand qui m'a interpellé, c'est le stand de Loué. Il s'y passe plein de choses. Je viens de retrouver Paul Campas. Paul Campas qui est donc éleveur. Éleveur, oui, qui a été éleveur pendant 37 ans. J'ai la chance d'être à la retraite depuis 2 ans. Et par passion, je continue l'animation pour les volailles de Loué. Expliquez-nous, là vous avez un joli petit poussin dans les mains. Quel est l'enjeu de ce stand en fait? Qu'est-ce que... C'est le stand et l'enjeu, c'est de montrer aux gens comment ça se passe réellement chez nous, tout simplement. Donc ça arrive dans leur assiette. Ça arrive dans leur assiette, mais aussi un stand aussi pour la convivialité des éleveurs de Loué. C'est un moment de partage avec eux, voilà, tout simplement. Du coup, là devant nous, par exemple, on a donc c'est quoi? C'est une couveuse? Ici, on a une couveuse de présentation. On a été chercher des œufs incubés depuis plus de 20 jours au couvoir de Loué, tout simplement, à Ville de Loué. Ils sont arrivés ce matin et les petits poussins vont éclore dans la couveuse dans la journée. Ah oui, donc c'est très rapide l'incubation alors? L'incubation, c'est 3 semaines ou 21 jours. Hein. Au bout de 21 jours d'incubation, on n'a rien inventé. On a fabriqué des machines qui faisaient le même travail que les poules, tout simplement. La nature est bien faite. On a regardé comment travaillaient les poules. Eh bien, on a fait des machines qui font exactement la même chose et la même température que les poules. Alors là, ensuite, je vois qu'il y a des petits poussins qui sont nés, en l'occurrence. Et là, ils ont une lampe chauffante. Alors, on ne dit pas nés, on dit éclore. Et les petits poussins, ça veut dire qu'ils sont comme s'ils arrivaient au premier jour dans nos bâtiments d'élevage. Il faut que la température soit à peu près comme sous la poule, 37 degrés. Ils vont avoir aussi à boire et à manger dans nos poulaillers quand ils arriveront pour l'élevage. Très bien. Et après, du coup, qu'est-ce que vous expliquez aux gens? Comment les nourrir? Comment vous les nourrissez? On explique surtout le type d'élevage qu'on a, l'élevage de la Belle Rouge, tout simplement, notre cahier des charges. Les volailles vont sortir à partir de 35-40 jours sur les vertébrés de la Sarthe et de la Mayenne. On ouvre les trappes tous les matins et on les ferme tous les soirs parce qu'à cause des prédateurs comme les renards. Donc ce sont des poules qui sont élevées en plein air. C'est des poulets, hein, parce qu'il y a les mâles. Il y a les mâles et les femelles qu'on élève jusqu'à 87 jours. Très bien, formidable. Donc du coup, comme ça, on comprend tout le cheminement. Nos volailles sont essentiellement nourries à 80% de céréales. Comme vous pouvez le voir sur le tube, c'est du blé, du maïs et de l'orge. Et on complète, comme nous, on a besoin de minéraux, de compléments alimentaires. Donc on donne une relation équilibrée à nos volailles. Pour qu'elles soient le plus goûteuses possible. Voilà, c'est tout simplement. Alors, moi, je finis en général avec les adultes avec une recette. Vous allez rigoler, vos téléspectateurs aussi. Je prends un plat à rôtir, je mets ma volaille dans le fond, je mets de l'eau pour ne pas éviter que ça dessèche. Autour, je mets des pommes de terre que je coupe en longueur, je mets au four et en cours de cuisson, je rajoute des pommes type des rainettes du Mans où je mets de la confiture de framboise ou de cassis. On déguste ça avec un bon verre de cidre de la Sarthe ou du Maine. À consommer avec modération, bien sûr. Évidemment. Et on finit par une tarte fine aux pommes avec des pommes de la Sarthe. Moi, je l'aime bien comme... J'en doute pas un seul instant, ça se voit, on mange bien à la cantine. Mais moi, j'aime bien ce petit poussin, ça me fait mal au cœur quand même. Mais bon, vous n'allez pas manger un petit poussin, vous allez manger un bon poulet de Loué. Voilà. Bien, parfait, génial. Bon voilà ma chère Amanda, on a passé une superbe journée ici à la Foire du Mans, un grand moment avec tous ces exposants au milieu d'une foule bigarrée et puis il faut dire qu'il y avait beaucoup de monde aujourd'hui, on s'est bien amusé. Oui, j'espère que vous aussi à la maison vous vous êtes bien amusés parce que c'est un peu ça l'idée, c'est de vous faire plaisir à vous qui êtes derrière votre écran, n'est-ce pas? Et puis au-delà de ce qu'on a pu présenter et découvrir aujourd'hui, on se retrouvera demain pour de nouvelles aventures. Tu seras là? Ouais, avec plaisir. Et vous serez là? À demain. À demain. Salut.